Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans les locaux et le studio de JLT Factory pour cette première interview chef d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril David, qui est le fondateur de TaylorMade Consulting. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Louis. Comment ça va? C'est bon, bien installé? Impeccable. Tout va bien? Tout va bien. Parle-nous un petit peu de toi et pourquoi avoir voulu lancer cette entreprise TaylorMade Consulting. Alors, TaylorMade Consulting, c'est venu de mon expérience en fait. Au cours des 20 dernières années, j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans leur développement commercial. Depuis maintenant ma 8e année, je le fais en tant qu'indépendant et en tant qu'entreprise. La vocation, c'était de se dire que comment est-ce que je pouvais apporter une expertise au niveau macroscopique et structurel dans le développement des entreprises. C'est-à-dire que ce que j'ai pu constater au fur et à mesure dans les diverses activités que j'ai pu mener en tant que commercial et ensuite après à l'international avec beaucoup d'expérience, c'est que une des choses qui était très importante pour qu'une entreprise puisse se développer, c'était ses fondations, sa structure, et de se dire qu'avant de pédaler comme un fou sur son vélo, il fallait définir un plan de route et savoir où aller, et c'est à ce niveau-là où j'interviens. D'accord. Et comment es-tu arrivé à ce constat de l'accompagnement du chef d'entreprise avec justement une structure et une vision à moyen terme et long terme? En fait, l'expérience, à force au départ, j'étais salarié, hein, et de se rendre compte que on mettait énormément d'énergie, énormément de moyens, aussi bien humains que financiers, pour développer des entreprises, mais que finalement, l'efficacité était pas forcément toujours là, et qu'il y avait certainement moyen d'affiner. Le fait d'avoir travaillé en plus dans des domaines d'activité hyper différents, travaillé dans l'automobile, dans la banque, dans les assurances, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé à l'international. Et en fait, le constat était toujours le même. C'est que ce qui manque jamais, c'est la qualité dans le travail en soi. Ce qui manque pas, c'est le travail en lui-même qui est fourni, mais que l'efficacité n'est pas forcément là parce que la structure, la feuille de route, elle n'est pas toujours clairement définie par la direction. Donc, c'est de là qu'est né le TaylorMade Consulting en disant moi j'ai cette expertise et cette vision très macroscopique des choses dans divers domaines d'activité qui peut amener une plus-value aux dirigeants. Justement, dans les faits, comment ça se passe? On va évoquer un cas pratique. Je suis chef d'entreprise, je viens te voir. Quels sont les process que tu mets en place pour pouvoir m'accompagner justement dans mon business et pouvoir développer et franchir ces étapes? La première chose, la première partie, ce que je fais, c'est une espèce de photo à l'instant T de qui est GLT Factory, comment est-ce que tu es arrivé là, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les moyens qui ont été mis en place. C'est une sorte d'audit qui n'est pas financier parce que ce n'est pas mon domaine d'activité, mais vraiment de se dire, OK, quelle est aujourd'hui, à cet instant T, la photo de JLT Factory en termes humains, ressources humaines, de développement, de stratégie, de services, de produits. Dans un deuxième temps, en fait, je vais accompagner le dirigeant, donc accompagner Jean-Louis, dans le fait de dessiner son entreprise de rêve. C'est-à-dire qu'on va voir en fait où est-ce que tu veux aller. Alors c'est du coaching, hein, de définir ça. Une fois que ça c'est fait, on met en place ensemble un plan d'action. Et dans un deuxième temps, moi j'accompagne aussi dans l'opérationnel, dans la mise en place de ces éléments. Alors soit directement, soit avec un réseau de partenaires. L'idée étant que au terme de l'accompagnement, tu puisses être totalement autonome et mettre en place par toi-même, continuer les actions qu'on a fait, alors avec les ajustements qu'on aura fait au début, pour que tu puisses le faire seul. L'idée, c'est la conduite accompagnée, en gros. Hein. C'est qu'au départ, on va faire ensemble, définir le plan de route. Je vais faire avec toi, jusqu'à ce que tu puisses faire tout seul et te développer, aller sur la croissance, l'équilibre, et en fonction des objectifs que tu auras toi-même définis. Combien de temps dure le premier accompagnement? 3 mois. Ok. En général, tu es sûr qu'avec le retour d'expérience, en 3 mois, c'est bon, tous les process sont mis en place. En 3 mois, tous les process sont mis en place. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça peut aussi accompagner la stratégie? Parce que bon, dans une entreprise ou un solopreneur, très bien, on est tout seul. Mais s'il y a des collaborateurs, est-ce que tu fais le lien justement avec des collaborateurs, différents services? Tu as aussi cette vision macroscopique dont tu parlais tout à l'heure? Exactement. C'est-à-dire que si dans un deuxième temps, il y a besoin d'implémenter, parce qu'on parle beaucoup de communication, hein, et la communication n'est pas forcément seulement externe, elle est aussi en interne. Et le fait de mettre en place des process et d'avoir clairement une communication qui est aussi dirigée vers l'intérieur pour les PME, et de savoir qu'à chaque niveau de l'entreprise, tout le monde est au courant de la vision et comment ça allait, et de son implication et de ce qu'il va pouvoir faire, oui, dans un deuxième temps, je peux aussi intervenir en termes de formation pour les collaborateurs, et que tout le monde en fait soit au courant de cette vision, parce que
c'est très important. La plupart du temps, les entreprises communiquent sur l'extérieur, donc vers leurs clients. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et ce genre de choses, en oubliant souvent, malheureusement, à l'interne, les gens qui sont, eux, au contact de leur clientèle, de se dire est-ce qu'eux-mêmes ont bien compris où allait l'entreprise, la direction et pourquoi. Ouais, et c'est vraiment un ressenti, je pense, généralisé hein, chez les entrepreneurs. Je pense que tu ne me contrediras pas par rapport à ça. On vit aussi dans un monde de plus en plus digitalisé, numérique, on court partout, et on en perd peut-être le sens des choses et le sens aussi de l'humain, de la collaboration comme elle devrait être mise en place dans une structure entrepreneuriale, voire même dans des relations commerciales. C'est un peu ton ressenti aussi par rapport à ça? C'est exactement ça. Le ressenti, en fait, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une hyper Connectivité. connectivité de communication. Et en fait, on passe son temps à savoir comment être visible sur les réseaux, comment être visible là, et comment, en perdant finalement notre essence, et qui je suis, et pourquoi, et ne serait-ce que communiquer en interne. On a, aujourd'hui, moi j'ai l'exemple de certains clients que j'accompagne qui sont au sein d'espaces de coworking où il y a plusieurs entreprises et en fait ils sont hyper connectés vers l'extérieur, ils passent énormément de temps à publier sur les réseaux sociaux et ils en oublient en fait de savoir qui est juste dans le bureau juste à côté quoi. Donc oui, il y a cette notion d'humanité et aussi bien interne, externe, de proximité et de partenariat parce que c'est pas toutes les relations doivent pas être basées sur combien de chiffres d'affaires tu vas me rapporter quoi. Oui. Et en quelle année as-tu créé donc TaylorMade Consulting? Ça fait combien de temps que tu fais ça? TaylorMade Consulting 2017. Ok. Ouais, a été créé en 2017. Ouais, donc 8 ans, ça commence à faire pas mal. C'est ma 8e année, alors avec des hauts, des bas. Hein. Je suis un Oui. entrepreneur comme les autres, avec des actions qui étaient dirigées dans un sens qui ont été bonnes. Alors après, avec d'autres mandats qui ont pris un peu plus de temps. Voilà, j'ai travaillé aussi pour les Nations Unies. Et puis de me recentrer avec l'air du temps. Il y a plein de choses qui sont arrivées. C'est le cas pour mes clients, mais c'est le mien aussi. Enfin, on parle beaucoup de l'émergence de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, se dire mais comment est-ce que j'adapte moi le développement de mon entreprise, ma croissance, en utilisant ces outils sans en devenir non plus esclave et comment les maîtriser quoi. Oui. En 7-8 ans d'existence, est-ce que tu sais à peu près combien d'entreprises tu as accompagnées et quels sont surtout les retours d'expérience de tes clients? J'imagine que le taux de satisfaction est quand même relativement élevé. Oui, le taux de satisfaction, il est élevé. La vraie difficulté, c'est dès le départ de mesurer un retour sur investissement au bout de 3 mois, parce que les changements s'opèrent, mais c'est pas aussi simple, enfin aussi simple, je veux pas minimiser le travail, mais si tu commandes une cuisine à ton cuisiniste, il va te la livrer, la cuisine est là, les portes se ferment bien, se ferment pas bien, est-ce que tout fonctionne comme il faut? Parce que je fais moi, ça se mesure pas de cette manière-là. C'est un impact qui va être plus long, enfin qui va être sur le plus long terme et les effets vont se sentir beaucoup plus longtemps et la croissance va être pérenne. Je ne fais pas partie de ces vendeurs de rêves, ces magiciens qui te disent que sans te connaître, je vais scaler ta boîte ou augmenter de 30% ton chiffre d'affaires. Pour moi, déjà d'une, c'est absolument pas un objectif. Le chiffre d'affaires, c'est juste une des variables, une des métriques qu'on peut mesurer. Donc voilà, après, accompagner, le truc, c'est que j'ai fait de l'accompagnement, j'ai aussi donné des formations. Donc réellement, que ce soit des solopreneurs, des entrepreneurs individuels, des PME, en 7 ans, réellement, j'ai entre ce que j'ai formé et ce que j'ai accompagné, plus d'une centaine de personnes. Ouais. Oui. Oui, donc en plus sur une zone géographique bien précise, puisqu'on le rappelle quand même, tu vis aussi près de la frontière suisse, donc en Ouais. France, mais près de la frontière suisse. Mm. Donc il y a aussi justement cette vision des choses entrepreneuriales qui est quand même assez différente en France et en Suisse. La vision entrepreneuriale, la manière de le faire est un petit peu différente. Alors moi, pour le coup, je suis des deux côtés de la frontière. Aujourd'hui, à la base, j'avais une structure qui était exclusivement en Suisse, mais du fait des connaissances, du réseau, des connexions, j'ai commencé à avoir des clients en France. Ça m'a poussé, tant mieux, hein, à ouvrir une deuxième structure. Donc pour le coup, j'ai aussi maintenant une entreprise en France. Donc j'ai une entreprise de chaque côté, avec des spécificités, parce que même si au final ça reste de la communication, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des manières de faire qui sont différentes, il y a des manières de communiquer qui sont différentes, il y a des choses qui se font pas. Mais je crois que de toute façon, un entrepreneur, une des qualités qu'il doit avoir, c'est pouvoir s'adapter, être un vrai caméléon. Et c'est finalement ce que moi je fais, parce que je travaille à l'international, que je travaille en Suisse romande, que je travaille en France, que je travaille en français ou en anglais.
En fait, au final, la communication, ça reste des personnes, des humains, et qu'est-ce que moi je dis, c'est une chose, mais surtout, qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu vas en retirer, et c'est surtout ça, en fait, Ouais. qui est important. Donc si je peux résumer, c'est d'abord une création de confiance en audit, vraiment une relation forte avec le chef d'entreprise ou les collaborateurs aussi qui font partie de l'entreprise. De là, ensuite, vont en découler toute une série d'actions Oui. à mener. Mhm. Tu les accompagnes dans ce sens-là. Ouais. Et ensuite, une fois qu'ils sont autonomes, hop, tu lâches et tu peux peut-être faire un retour d'expérience à 6 mois, à 1 an, voir si tout se passe bien, si les process ont été respectés et si ça continue, tout va bien, quoi. C'est exactement ça. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Mais le terme que tu as utilisé de confiance, c'est Ouais, vraiment ça. Je suis pas le seul à faire ça. bien sûr. Évidemment, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pourquoi, quand un client me dit: «Oui, mais pourquoi je te prendrais toi et pas un autre?» Bah, pour moi, ou pas. C'est-à-dire que clairement, j'adore cette phrase. Alors, on l'attribue à Kurt Cobain, je suis pas sûr que ce soit vraiment que lui au départ, mais cette phrase qui dit, «Je préfère être détesté pour qui je suis, plutôt qu'être aimé pour celui que je ne suis pas». Et je crois que dans toutes les relations, business ou pas, la chose, elle est là, en fait. C'est JLT Factory ne parle pas à TaylorMade Consulting. Jean-Louis parle avec Cyril, et si le contact passe, si le lien se fait et si la confiance est réciproque, parce que c'est pas que dans un sens, il faut aussi que ce soit dans l'autre, on peut partir sur des bases de travail. Oui. Et justement, là, c'est les 7-8 dernières années. Quels sont les projets justement pour cette année et pour les prochaines années? Alors cette année, les projets, continuer à accompagner les entreprises, ça c'est certain. Et puis un gros projet, pour lequel tu es au courant, hein, qui est, de transposer ça à un domaine qui me passionne depuis, presque 20 ans, qui est le golf, Ok, et d'accompagner c'est en étonnant fait. ça, tiens. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein. Et de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que des dirigeants d'entreprise passionnés par ce sport puissent se retrouver au sein de cet écosystème? Comment est-ce qu'on peut faire pour que des clubs de golf puissent se développer, rayonner, et qu'en fait les golfs deviennent des lieux de rencontre, de vie, de partage et d'échange, et pas uniquement euh, un parcours où on vient jouer, on est consommateur, on est membre, on vient et on s'en va. C'est un domaine qui est en pleine mutation, qui va devoir, à mon sens, se transformer et changer, comme ça a été le cas pour d'autres industries. Ça vient un petit peu plus tard que le reste, mais on se rend compte que oui, il y a des choses qui doivent être modifiées, qui doivent changer, et de plus avoir cette image assez vieillissante, à mon avis. Alors quand on est au sein d'un golf, on s'en rend pas vraiment compte, mais moi, quand j'ai des échanges à l'extérieur, de se dire l'image, en fait, elle est plus d'actualité. C'est-à-dire qu'on a encore cette image du golf assez vieillissant. Ça change, des golfs sont en train de changer, mais dans cette espèce d'écosystème très très lourd. Des golfs, il doit à peu près 700 golfs en France, à peu près 150 en Suisse. Euh, c'est compliqué en fait de sortir son épingle du jeu, et comment se renouveler, comment changer. Le business model des golfs est compliqué. Et moi, je me dis que ouais, si on peut apporter une vision macroscopique et globale et entrepreneuriale dans ces golfs, ça peut permettre de véhiculer une image qui est différente, et de faire grandir cette activité qui nous passionne. Ouais, c'est clair. Alors, sans déflorer les projets, on va prendre quand même le cas pratique que tu as évoqué, le golf. Donc, si on met en place les process by TaylorMade Consulting, Mm. quelle est la feuille de route justement pour permettre au golf et aux structures golfiques d'évoluer et de muter en fait dans un modèle économique beaucoup plus bienveillant et périn pour eux? Alors la première des choses, je pense, c'est la volonté d'arrêter de dire on a toujours fait comme ça. Ok. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais ce que veulent nos membres, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'en fait, on n'a pas besoin de renouveler ça? Donc je pense que la première des choses, c'est vraiment l'état des lieux. Et l'état des lieux, il n'est pas lié au golf en général, mais c'est un golf, une entité. C'est-à-dire que dans une même zone géographique, il y a plusieurs golfs, mais ce n'est pas les mêmes. Il y a des golfs qui sont des golfs municipaux, il y a des 9 trous, il y a des petits, il y a des grands, il y a des golfs qui sont privés. Et je pense que tout le monde euh, peut coexister, à la condition de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre, et de se dire c'est quoi en fait l'identité de mon golf, qui sont les gens qui gravitent ici, qui je veux attirer, quelle image je veux donner de mon golf, et de ça, de mettre en place des actions en disant comment est-ce que je communique ça, et comment est-ce que je vais attirer les gens, parce que il y a, et ça tu vas pas me contredire non plus, il y a une vraie lacune et un vrai manque de communication dans les golfs, et que ce soit aussi bien, et là pour le coup c'est la même chose, vers l'externe, donc vers leurs prospects, leurs futurs clients, et qu'à l'interne, qui sont leurs utilisateurs, les membres, ceux qui viennent là, et avec tout l'écosystème qui gravite autour. Donc
d'arrêter de s'enfermer en disant bah voilà, le simple fait d'être un golf suffit à ce que les gens viennent vers moi. Oui, mais ils savent, et de s'ouvrir et d'aller communiquer, rayonner et donner son image, qui je suis, et voilà. Oui, parce que bon, là, c'est aussi le cheval de bataille de JLT Factory, tu le sais depuis de Mm. nombreuses années, mais moi je considère que les golfs doivent muter, doivent devenir des lieux de vie, des centres d'activité dans leur zone de chalandise et aussi mailler les différents territoires, parce qu'encore une fois, ça doit remonter au niveau départemental, régional, voire national, avec justement des interconnexions entre les différents golfs. Eux, ils se considèrent tous concurrents, en revanche, ils font tous partie du maillon, ce sont tous un maillon de la chaîne. Et quoi qu'il arrive, cette création de valeur doit être aussi mutualisée et commune. Est-ce que tu ressens aussi un À, petit peu ça? à 100%. À 100%, au même titre que deux plombiers peuvent être sur une même zone de chalandise et ils n'ont pas forcément le même client. Un plombier va pouvoir, faire du gros œuvre et se dire non, moi je prends que du neuf et je fais que des bâtiments, que des immeubles. Et un autre, en fait, va faire de la rénovation de salles de bain avec des particuliers. Ça reste deux plombiers. Mais s'ils se regardent en fait en chien de faïence en disant non, non, on est concurrents, on ne veut pas discuter, ça profite à personne. Bah, c'est la même chose avec les golfs en fait. C'est pas parce que deux golfs sont à 20 km l'un d'autre que déjà d'une, ils n'ont pas forcément la même clientèle, et deux, ça ne veut pas dire qu'en plus, il ne peut pas y avoir des interactions entre chacun et d'ouvrir et de créer les conditions aussi pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils se parlent et qu'ils communiquent. Et on est en train de regarder, de mettre en place ensemble. Je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est une valeur pour tout le monde, aussi bien pour les golfs entre eux que les utilisateurs, que les dirigeants d'entreprise, que des gens qui viennent pour leur loisir. Enfin, c'est un sport qui, pour ça, est tellement fédérateur. Enfin, aujourd'hui, quelle activité peut permettre de se dire qu'une personne de 60 ou 70 ans peut partager une partie avec son petit-fils, sa petite-fille, et en même temps avec un dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est une valeur énorme. Encore faut-il la communiquer et l'utiliser, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, on en reparlera bien entendu lors d'autres contenus lorsque ce sera un peu beaucoup plus précis. Mm. Mais quels sont en fait les process à mettre en place à très court terme justement dans l'accompagnement des golfs, comme tu viens de le citer? Bah, les process, c'est rentrer avec eux et de venir leur amener presque clé en main des partenariats qui vont inclure le développement de leur golf, la création de contenu à forte valeur ajoutée pour pouvoir en communiquer, de la mise en place d'événements. Alors, typiquement, un des projets sur lesquels je travaille beaucoup et avec lequel tu m'accompagnes, qui est le Note Business Golf Club, qui va permettre de créer des conditions pour que des dirigeants d'entreprise puissent se retrouver au sein d'un golf pour partager leur réseau, les valeurs, ce genre de choses. Et avec ça, et de ensuite interconnecter tous ces clubs et tous ces dirigeants sur une plateforme commune, alors GolfMove en l'occurrence, hein, puisque JLT Factory est partenaire avec TaylorMade Consulting, et de se dire, ben voilà, de créer cet écosystème vertueux pour tout le monde, pour que ce soit du gagnant-gagnant, et que tout le monde en fait puisse s'y retourner, s'y retrouver et grandir ensemble et que ça fonctionne, quoi. Bon, parfait, ça c'est un vaste projet. Donc, je suis ravi en tout cas d'être à tes côtés pour ce projet-là, parce que c'est vrai que, encore une fois, moi, ça fait un peu plus de 12 ans que j'accompagne certains golfs. Il y a une vraie avancée, mais on est encore aux prémices de tout ça. Donc, en fait, et c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvés dans ce projet-là, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que plusieurs personnes doivent se connecter entre elles avec un projet commun. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place. Et très clairement, il y a du pain sur la planche parce qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme, il y a une inertie énorme. On dit toujours qu'une idée de génie, elle commence d'abord par être folle, ensuite dangereuse, et seulement après, elle paraît évidente. On passe encore pour des fous. C'est ça. Tant mieux. Donc, est-ce qu'on passera par les deux étapes? Est-ce que cette idée était géniale? On n'en sait rien. Pour l'instant, on nous prend un peu soit pour des fous, soit pour des illuminés, soit pour des utopistes. Mais moi, ça me va par rapport à ça, et je sais que c'est ton cas aussi, parce que on y croit, on croit dans ses valeurs, on croit dans ce sport, on croit dans les gens qui le partagent, on croit dans l'art de vivre, on croit dans l'humain, dans les connexions, et c'est pas antinomique avec la digitalisation, mais il faut que ce soit présent. Donc oui, du pain sur la planche, mais c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Alors, je pense qu'on a bien évoqué toute la partie business. Ouais. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va prendre un petit café, on va Ouais. faire une petite pause. Et puis, dans quelques instants, on va parler de toi, de l'homme, qui est Cyril David, vraiment, et de ton parcours aussi. Parce que je sais que tu as un gros parcours d'ancien sportif de haut niveau. Mais ça, on va en parler un peu plus précisément. C'est le petit teasing. Pause café et on se retrouve dans quelques instants. Merci.
Voilà, on a changé de décor, les canapés, le café est prêt. C'est vraiment pour évoquer donc l'homme Cyril David, ton parcours justement. Alors sportif de haut niveau, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux justement nous en parler un peu plus précisément? Alors sportif de haut niveau, pas au sens référencé sportif de haut niveau, mais sportif d'un certain niveau. Alors ouais, j'ai joué au basket aussi loin que je m'en souvienne. Donc première licence à 4 ans. Avec un père qui jouait déjà au basket en national à l'époque, et puis jusqu'à une vingtaine d'années où j'ai évolué en national jusqu'en 23. Fac de sport, envie de tester autre chose, envie de voir d'autres choses, et puis un essai de manière totalement impromptue, football américain. En gros, on me dit tu veux essayer? Je dis non. On me dit si t'as peur, t'es pas obligé. Donc évidemment, j'y suis allé, et puis 3 mois plus tard, je me retrouve à jouer en élite. Donc pendant 2 ans, jouer en championnat de France et matchs en championnat d'Europe à Amiens, quoi. Donc ouais, c'est surtout, je pense au-delà du sport de niveau, c'est la discipline. C'est que quand tu as des objectifs, que tu dois t'entraîner, au plus fort, je m'entraînais presque 30 heures par semaine. Donc c'était vraiment un temps plein. Donc ça amène cette discipline. Et puis pour faire le lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit apprendre à échouer. Parce qu'on ne gagne pas tous les week-ends, on ne gagne pas tout le temps. Et puis on n'est pas toujours le plus fort, on n'est pas toujours au meilleur niveau, et puis il faut accepter de perdre, il faut accepter de progresser, il faut accepter de travailler, il faut accepter d'avoir des objectifs qui peuvent être une victoire, une sélection, un championnat, et de mettre les moyens en œuvre jour après jour au quotidien pour le faire, sachant que comme entrepreneuriat, la partie immergée de l'iceberg, c'est le match qu'on va faire et qu'on va gagner, mais tout le travail qui est en amont, qui est fait dans l'ombre, on ne le voit pas, mais c'est ça qui fait la différence. Ouais. Alors justement, nous on est convaincus aussi, quand je dis nous c'est toi et moi, mais certainement d'autres aussi, qu'il y a un lien très très fort entre le sport et l'entrepreneuriat. Tu partages aussi ce constat? Alors à 150%. J'ai pas mal de mes clients, des gens que j'accompagne, qui ont à un moment ou à un autre pratiqué un sport à un certain niveau, voire haut niveau. Je crois que vraiment cette discipline et cette capacité de se tenir à un plan, de se tenir à un entraînement, de se tenir aux consignes que vont nous donner des spécialistes, ce sont nos coachs, les préparateurs physiques, préparateurs mentaux, en se disant ouais, j'ai pas la garantie du résultat, mais je suis le chemin, je suis le process, et cette faculté, c'est des qualités qu'on doit retrouver chez un entrepreneur qui va réussir, sinon c'est compliqué. Donc oui, le lien entre le sport, en tout cas en compétition et à un certain niveau, et l'entrepreneuriat, il est évident. Est-ce que tu t'en sers justement de ton passé d'ancien sportif, alors vraiment plutôt un très bon niveau, dans ton accompagnement pour les chefs d'entreprise? Tu transposes ça un petit peu aussi en prenant des exemples de ton vécu? Je transpose en fait, moi j'aime bien le storytelling, c'est-à-dire que j'essaye en fait de transposer les choses dans un domaine que vont comprendre les gens. C'est-à-dire que s'ils ont un passé sportif, oui, pour moi c'est assez simple de transposer l'image, mais c'est vraiment, mon idée c'est m'adapter et qu'ils comprennent. Mais oui, le fait de mettre en place, de dire c'est pas grave d'avoir perdu un match le week-end, c'est pas grave d'en avoir perdu 2. La question c'est qu'est-ce que tu en tires, et tu peux pas gagner tout le temps, et c'est pas parce qu'en fait tu as perdu une saison que ça s'arrête. Je veux dire, aujourd'hui, si t'as pas gagné le championnat, c'est pas grave, l'année prochaine tu as la possibilité de se remettre. La question c'est de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, et c'est une amélioration constante, c'est une adaptation qui est constante. Donc en ça, oui, le lien et le parallèle, il est évident. Ouais. Il y a aussi un parallèle qui est très important, c'est comment apprendre à gérer l'échec. Donc l'échec est encore plus dans le golf, parce que justement il y a à peu près 150-160 joueurs qui sont présents à chaque tournoi. Potentiellement ils ont tous une réelle chance de gagner, mais il n'y en a qu'un au bout, et en plus au bout de 2 tours il y en a au moins 70 qui sont éliminés, 70-80. Donc du coup en fait la notion d'échec, notamment dans le golf, est beaucoup plus présente que dans d'autres sports, notamment les sports collectifs où on sait que c'est un collectif qui gagne, qui perd. Là, c'est une personne individuelle. Et dans le milieu entrepreneurial, la notion d'échec aussi est très présente. Donc du coup, comment rebondir cette fameuse, le mot à la mode, la résilience? Comment on acquiert la résilience aussi? Et peut-être que justement, avec un lien très fort avec le sport, permettre aussi aux chefs d'entreprise de rebondir par rapport à ça. Oui, complètement. Ma vision des choses, c'est toujours relativiser. C'est de se dire, en réalité, ok, j'ai échoué là, je peux soit péter un plomb, on va prendre le parallèle avec le golf, c'est pas parce que j'ai raté un coup que ma partie vient de s'arrêter. Et on se rend compte que souvent, si on dégoupille complètement sur un trou, on va gâcher en fait tout le reste, alors que finalement on a raté un coup.
En entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est de se dire, c'est pas grave, en fait, j'ai raté ce deal, c'est pas un drame. Et c'est quoi les conséquences? Est-ce que pour autant ma partie s'arrête? Et la plupart du temps, c'est non. La question que j'adore poser moi, systématiquement à mes clients qui ont un choix à prendre et une décision, comment est-ce que je dois faire, c'est ok, c'est quoi le pire scénario? Et c'est quoi le meilleur? Mais le pire scénario, c'est de se dire, bon, ok, si là, en fait, t'as raté un coup, mais qu'est-ce qui va se passer? On prend ta licence, on la déchire, tu joueras plus jamais au golf? Non? Alors, c'est pas grave. Et c'est quoi les conséquences? Et les conséquences, en fait, souvent, on se rend compte que c'est rien, quoi. C'est un statu quo. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Ce qui mène à un échec définitif, en fait, c'est l'incapacité, justement, à rebondir, à accepter cet échec, à en tirer les conséquences, à prendre la responsabilité, parce qu'à un moment, on peut toujours blâmer le voisin, le contexte, le Covid, le machin. Ouais, ok, mais on n'est pas les seuls à le vivre. Il y en a qui arrivent à faire. Donc c'est comme au golf. Oui, on peut mettre le dos, ça sur le dos de l'écureuil qui a traversé avec une noisette. Oui, ok, super. Mais est-ce que ça a gâché les 80 autres coups que tu as joués? Voire bien plus sur le niveau. Mais c'est ça, en fait. La vraie chose, à mon avis, c'est d'accepter cet échec, de se dire, ok, j'ai échoué, mais je ne remets pas en cause tout le process. Il y a eu des circonstances, il y a des choses qui ont été faites, je les analyse, on a des façons d'analyser ce genre de choses et de se dire, ok, je recommence. Et j'ai une nouvelle occasion de faire mieux. Si on s'arrête sur un échec, en fait, il ne faut même pas y aller, quoi. Alors, pour le golf, il ne faut même pas commencer. Hein. Si tu n'es pas prêt à accepter l'échec. Mais toujours avoir l'envie d'améliorer les choses, de se dire, voilà, pourquoi on est arrivé à un échec, en tirer les conclusions, et essayer de rebondir après derrière. Et sans remettre en cause tout le process. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as raté un coup sur le parcours au 4 que tu vas dire non, je change de pro parce qu'en fait, il m'apprend n'importe quoi. Non, mais en place le process. Enfin, je veux dire, Tiger Woods disait que sur un parcours, sur une partie complète, il doit réussir 5 coups. Il fait 5 bons coups. Donc, si eux ils disent ça, c'est voilà. Et ben en fait, en entrepreneuriat, c'est la même chose. Je vais pas, tous mes deals vont pas être des bons deals. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on discute avec n'importe quel entrepreneur, qu'il soit au début ou loin, et même de grands chefs d'entreprise, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des dirigeants d'entreprises où ils ont, je sais pas, 500, 800, 2000 personnes là, en tête, et avec qui en plus j'ai partagé au golf, tous en fait sont capables de partager des échecs, parce qu'ils se sont plantés à un moment ou à un autre. C'est même souvent, moi je dis, la pire des choses qui puisse arriver, c'est de réussir du premier coup à l'entrepreneur, parce qu'en fait il croit qu'il a trouvé la formule magique, la baguette magique, et en fait il va buter. Et moi j'adore dire ça, c'est la condition première et requise pour savoir si quelque chose marche 8 fois sur 10, c'est de le faire au moins 10 fois. Et si tu le fais que 2, t'en sais rien en fait. Oui, mais il y a aussi cette propension très propre justement aux réseaux sociaux, avec les influenceurs, ma vie rêvée à Dubaï, ainsi de suite, les yachts, les trucs, voilà. Donc, et tout le monde se dit, ah ouais, j'ai raté ma vie parce que en fait, je fais que X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, j'ai pas mon yacht j'ai pas ma Rolex à 50 ans, et donc je suis à moins que rien. Et ça, tu le perçois aussi justement, c'est le mauvais côté justement aussi des réseaux sociaux, du digital, du numérique. C'est exactement ça. C'est ce qu'on va retrouver chez des adolescents ou adolescentes en fait qui sont persuadés que l'image parfaite c'est comme ci, c'est comme ça, tout le monde m'aime, on compte savoir est-ce que je suis heureux au nombre de likes. Ça existe dans l'entrepreneuriat, c'est checker sans arrêt. Alors combien j'ai eu de visites de mon profil sur LinkedIn, combien j'ai eu d'impressions de post. Ah c'est bizarre, machin, pourquoi ça marche pas. Et en fait partir dans une course à la visibilité et au like, alors qu'en fait oui il y en a besoin, mais pourquoi? Est-ce qu'en fait, au final, est-ce que je travaille? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Quelles sont mes valeurs? Et de se refocaliser là-dessus, parce que sinon, on devient fou, en fait. Oui, en fait, si on peut résumer, c'est vraiment créer de la valeur en étant sincère. Et c'est la sincérité, c'est le process, c'est la qualité du chef d'entreprise, de ce que vous mettez en œuvre, des journées que vous passez, de cette sincérité-là doit en découler en fait du contenu, du storytelling, mais qui est vrai, qui est vraiment personnalisé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mon approche, c'est pas choisis ton client de rêve, celui qui a de l'argent, qui est machin, et construis une offre pour eux. Ma philosophie, c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est ce que vont vendre les trucs en disant à 21 ans, j'ai fait mon premier million, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Super, grand bien te fasse. Hein, si tu y es arrivé, tant mieux. Moi, Dubaï, je suis pas particulièrement fan de la chaleur. Hein. Moi, là où j'habite, au-dessus de 27-28, on commence à se dire il y a un problème. Ce genre de choses. Et puis en plus, moi, je suis très bien dans mes montagnes, au bord du lac, avec mes filles. Moi, Dubaï, ça m'intéresse pas. Mais si c'est ton objectif, tant mieux. Par contre, une chose est certaine, c'est que tout le monde ne veut pas arriver à ces niveaux-là, et il n'y a pas une formule magique. Et moi, je veux plutôt le process. Pour moi, il est différent. C'est qui je suis,
le dirigeant, qui tu es, comment tu as envie de travailler, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu sais faire, quelles valeurs tu veux apporter, quels bénéfices tu veux apporter aux gens. Et une fois qu'on sait ça, se dire qui en fait est capable d'acheter ça, en fait à qui ça va apporter de la valeur aussi. Et une fois que tu as défini ça, la stratégie c'est comment est-ce que je fais pour aller communiquer et qui me voit. Et si c'est par LinkedIn, c'est LinkedIn, si c'est sur Facebook, c'est Facebook, mais si c'est les marchés locaux tous les samedis matins, va faire les marchés locaux tous les samedis matins. Est-ce que tu as besoin d'avoir un site internet et un LinkedIn et un Instagram? Moi, en fait, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai une caisse à outils, avec plein d'outils, mais je vais utiliser celui dont tu as besoin. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que c'est essentiel de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, la valeur qu'on amène, et de se dire à qui, en fait, ça va servir. J'ai envie aussi que tu nous parles du Cyril David, père de famille. Tu l'as évoqué rapidement, tu as 2 petites filles. Ouais. Donc là aussi, ça t'a permis d'évoluer en tant qu'entrepreneur? Ah, mais à 100%. À 100% parce que j'ai divorcé, moi je suis séparé, j'ai 2 petites filles qui ont pas tout à fait 9 ans et 10 ans et demi, que j'en garde alterné, je les ai une semaine sur 2, mes filles, et je me suis retrouvé confronté à cette espèce de double culpabilité. C'est-à-dire que quand j'étais à fond dans mon boulot, à fond dans le travail, en déplacement, ce genre de choses, j'avais ce sentiment de culpabilité de dire ce temps-là, je ne le passe pas avec mes filles. Et inversement, quand je passe du temps avec elles et que je suis avec mes filles et qu'on prend du temps et que le mercredi, je les emmène au théâtre ou que le samedi, je les emmène faire du ski, pendant ce temps-là, je ne développe pas ma boîte. Donc je me sentais un peu coupable en disant « ouais, mais là, je ne génère pas de chiffre d'affaires ». Et ça, j'ai dit « mais en fait, je ne peux pas être coupable tout le temps de ce que je fais ». Parce que finalement, le papa, le sportif, le copain, le chéri et l'entrepreneur, c'est une seule personne. Hein. Et tous peuvent cohabiter. Oui. C'est exactement ça. Et pourquoi, l'accompagnement que j'ai aujourd'hui, qui est celui que je vends le plus, s'appelle croissance et équilibre. C'est pas pour rien. C'est que la croissance, oui, mais la croissance, elle n'est pas que business. Elle est aussi personnelle, elle est humaine, et il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Je devrais l'adapter pour moi, ça, justement. Donc, aller peut-être un peu plus jouer au golf, tu vois. Donc... ouais, c'est ça. Alors, en plus, toi, t'es à 500 mètres d'un golf. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. La prochaine fois, je viens avec les clubs. on fera une autre interview sur le parcours. Ok, je te promets exactement. ça. Mais c'est vrai que tout ce passé, tout ce background, tu as aussi été commercial, salarié. Donc, du coup, en fait, c'est tout cet ensemble de choses qui t'a permis d'évoluer et d'être l'entrepreneur que tu es devenu maintenant. Mais même au-delà de ça, en fait, mon père avait une entreprise. Moi, j'ai eu l'exemple d'un papa qui, il était déjà parti le matin quand on se levait et il n'était pas encore rentré le soir quand on allait se coucher. On le voyait le week-end. C'était un super professionnel. C'était quelqu'un qui travaillait. La chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de bosser. C'était un vrai bosseur. Mais il y a un moment, il a été se mettre dans le mur parce qu'il n'a pas pris le temps de recul, de tout équilibrer, de se faire accompagner, de se faire aider. Et la finalité, c'est seul, quoi. Il a fini seul. L'issue tragique en plus. Mais pour le coup, de se dire, j'ai vu les conséquences de se dire de travailler, et d'être bon dans son métier et de travailler dur, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a d'autres éléments à mettre en place. Je crois que ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, mon expérience de salarié aussi ça a été ça, c'est-à-dire que se dire c'est bien de bosser, mais en fait si je sais pas où je vais, si les collaborateurs savent pas où ils vont, ils se détachent. Moi à un moment je me suis complètement détaché des entreprises pour lesquelles je travaillais parce que je comprenais plus pourquoi je le faisais. Alors la paye oui, qu'en plus quand tu es commercial à la com, tu bosses pour la paye, mais quand à un moment tu te dis c'est pas la seule chose que je veux, moi c'est bien d'avoir un pouvoir d'achat, mais vraiment est-ce que ça me nourrit en tant qu'humain? Et quand ça a arrêté de me nourrir, j'ai changé, mais je suis devenu indépendant. J'ai pris la décision de appliquer mes propres mauvaises décisions. Oui, alors, mais c'est vrai que ça aussi, j'ai envie d'avoir ton retour d'expérience par rapport à ça, d'autant plus que tu accompagnes de nombreux chefs d'entreprise, c'est que beaucoup de salariés, et ça c'est la tendance post-Covid, ont envie de créer leur propre business, mais on va tordre un peu le cou aussi à des idées reçues. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Est-ce que tu partages cette vision-là ou pas? À 100%. À 100%. Non, beaucoup en fait se font une fausse idée. Parce que, et je pense que c'est aussi la faute des réseaux sociaux, se dire d'avoir, oui bonjour, j'ai 22 ans, je suis millionnaire, je vais te montrer comment faire. Les gens pensent que c'est facile, c'est d'un claquement de doigts. C'est faux. C'est pas facile. C'est un boulot tous les jours, c'est des nuits d'insomnie, ce genre de choses. Et si on ne sait pas pourquoi on le fait, je cite Simon Sinek, qui est un Américain, un coach américain, qui dit tu dois trouver find your why.
trouver ton pourquoi. S'il n'est pas très fort et que tu ne sais pas pourquoi, ça va être compliqué d'accepter les inconvénients, parce qu'il y a énormément d'inconvénients aussi à être entrepreneur. Il y a beaucoup d'avantages, c'est évident. Le ratio avantage-inconvénient, il faut en être hyper au clair et conscient quand on se lance. Je pense que la majeure partie des gens ne sont pas faits pour être des entrepreneurs. Et d'autant plus que la société, on le voit, devient de plus en plus anxiogène. Donc créer de la valeur, créer des relations de confiance dans ce monde en complète mutation et qui devient complètement fou, c'est là aussi où c'est de plus en plus compliqué lorsqu'on est entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se projeter à plus de 6 mois, 1 an, voire même 2 ans en se disant c'est bon, tout va bien, je vais justement retourner à Dubaï sur mon yacht. Bah, c'est ça. C'est ça, et de croire qu'en fait, il y a eu ce modèle en plus, il y a toute une génération qui a monté des entreprises, qui ont créé des entreprises en disant je vais monter ça, et puis ce sera mon patrimoine, je vais transmettre ça à mes enfants. Aujourd'hui, créer une entreprise, l'idée de se dire ça va être mon assurance retraite, je vais garder jusqu'à la fin, je pense que si on se lance comme ça, on fait erreur. Il y a peu de business qui vont tourner comme ça parce que tellement de variables peuvent arriver. Moi, je veux dire, je l'ai vécu, tu l'as vécu, le Covid. Moi, le Covid met un arrêt complet à mon activité. Complet. Je faisais que du présentiel, j'avais les gens, je me déplaçais, j'allais voir ce genre de choses. Covid, ça s'arrête, et à la réouverture, terminé. Donc il a fallu s'adapter, il a fallu transformer, il a fallu faire de la visio, il a fallu faire du digital. Et puis il y a l'arrivée de l'IA qui est là, qui accélère plein de choses, qui vont modifier certaines choses. Alors il y a des avantages, des inconvénients. Vraiment, la plus grosse qualité d'un entrepreneur, c'est la résilience. Et c'est le cas d'un sportif aussi. C'est-à-dire que le même parcours que tu vas jouer d'un jour sur l'autre, le green n'est pas le même, il y a du vent, il y a de la pluie, tu dois t'adapter. C'est-à-dire que là, hier, j'ai joué driver, aujourd'hui, j'ai plutôt joué un fer tranquille pour mettre au milieu. Bah, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Oui, c'est clair. Ce sera peut-être le mot de la fin, mais ce sera l'occasion aussi peut-être d'approfondir encore un peu plus certains de ces process par rapport à cet échange assez riche que l'on a eu. Mais c'est sûr que c'est aussi notre envie de découvrir plus des chefs d'entreprise avec des contenus comme ça, justement, en discussion. Quel est ton retour ? Comment tu t'es senti, justement, dans cette première interview ? Bah, super bien, le temps passe vite. Non, c'est génial, parce que ça permet d'exprimer, et je pense que ça permet aussi, et j'espère, et bah, vous me le direz, pour ceux qui me connaissent en tout cas, de savoir est-ce que c'était moi, et d'avoir l'ajout et la valeur d'un journaliste comme toi, Jean-Louis, qui va être capable de nous amener à transposer et à avoir l'image de qui je suis vraiment, et que les gens puissent nous voir et nous comprendre, même en disant bah tiens, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que ce qu'il dit, est-ce que qui il est, la manière dont il parle, est-ce que je m'y retrouve, et dans ce cas-là, j'ai envie de le contacter. Donc si c'est votre cas, contactez-moi, et puis on prendra un café, je suis jamais avare de ça. Bon, merci beaucoup Cyril en tout cas pour cet échange. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci, salut.